La pire des agressions, c'est le désert affectif, qui abîme le cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réparer. Quand on a eu un problème dans son enfance, on pense, on croit, on désire offrir à notre enfant ce dont on a manqué. Et on en fait trop. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai perdu toute ma famille, j'ai été arrêté, emprisonné, j'avais l'âge de 6 ans et demi et j'avais clairement compris qu'on voulait me tuer. Ce malheur de mon enfance a donné sens à toute ma vie. La réussite sociale n'est pas un critère de résilience, c'est l'épanouissement qui est un critère de résilience. Pourquoi est-ce qu'on se remet plus facilement d'un traumatisme naturel que d'un traumatisme culturel ? Take one. Il y a 5 ans, je tombe par hasard sur une interview d'un homme qui m'a beaucoup touché. Par son histoire, mais pas seulement. J'avais aussi été très inspiré par la profondeur de son propos, sa manière d'amener ses idées et sa démarche scientifique. Je m'étais dit, un jour, je ferai un épisode avec lui. Et ce jour est venu. On a tous vécu des coups durs dans la vie. Et savoir les dépasser est certainement l'une des plus belles compétences que l'on peut développer dans sa vie. On appelle cette compétence la résilience. Et si ce terme rentre dans le langage courant aujourd'hui, c'est entre autres grâce à mon invité. Je suis avec Boris Cyrulnik, médecin, neuropsychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie ainsi que la résilience. Son histoire pourrait être celle d'un film. Né dans une famille juive quelques années seulement avant la Seconde Guerre mondiale, il va devoir changer de nom pour survivre. J'en reviens toujours pas de ce qu'il s'est passé ce jour où la police vient le chercher, mais je te laisse découvrir. Boris m'a inspiré et je rêve d'avoir son énergie à 84 ans. Au cours de notre échange, tu découvriras le fonctionnement de la résilience et du processus pour dépasser les difficultés, mais aussi du pouvoir des perceptions et de comment les modifier. On parle aussi du rôle de la relation père-enfant et du développement de l'enfant, et de notre amour commun de la psychologie. Je te souhaite un bon visionnage. Quand j'ai travaillé avec les enfants soldats au Congo, il y a beaucoup d'enfants soldats qui sont tués, et ceux qui ne sont pas tués sont psychologiquement massacrés. Beaucoup d'enfants s'en sortent par des éducateurs congolais que j'ai trouvés bluffants, admirables. Comment ils ont fait pour s'en sortir ? Le sport, la danse, le jugement, la fierté. J'ai participé au jugement. Plutôt que de poser des questions aux enfants, je leur racontais une histoire de ce que j'avais vécu pendant la guerre de 40 ou pendant la guerre du Liban ou pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que vous jugez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et ces gosses qui avaient subi et parfois fait des choses terrifiantes, juger. Et moi je leur disais, merci, vous m'avez fait comprendre que le gouvernement aurait dû faire ça, que le groupe aurait dû faire autrement. Et ces enfants étaient fiers d'avoir eu un jugement moral. Et les éducateurs qui étaient autoritaires, mais n'étaient jamais écrasants, m'ont envoyé des nouvelles il n'y a pas longtemps. La plupart de ces gosses s'en sont sortis. Ils ont déclenché un processus de résilience. Et ces enfants ont fait des progrès énormes. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y en a un qui est à New York actuellement. J'ai eu l'occasion de côtoyer ce gosse qui a une enfance terrifiante. Moi, à côté, c'est rien, comparé à ce que lui a subi. J'ai vu un jeune homme impeccable. C'est-à-dire qu'il était étudiant, il était gentil, il était affirmé. C'était pas un soumis, c'était pas un tyran. Il prenait sa place. Et j'ai beaucoup admiré son évolution. Il a eu la chance d'être adopté par un couple de New-Yorkais. Il a travaillé, c'est devenu un homme admirable. Voilà un exemple de résilience. Enchanté Boris. Bonjour, enchanté. On va se focaliser ensemble sur la résilience vu que c'est un sujet qui passionne beaucoup mon audience et qui me passionne. Des fois la résilience, il y a des visions différentes de ce que c'est. C'est quoi pour toi la résilience ? On a un traumatisme.
l'agression sexuelle, l'abandon, la guerre, la précarité sociale, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on se soumet, et dans ce cas-là, on est vaincu, on est blessé, on souffre, ou bien on se rebelle et on cherche en soi et autour de soi, qu'est-ce qui pourra nous aider à reprendre un bon développement. C'est pas le développement puisque on a été blessé, c'est un développement, mais bon quand même, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire qu'on fait quelque chose de sa blessure et on se remet à vivre. C'est quand même une définition logique et bébête. J'ai demandé à mon audience quelles questions ils avaient pour toi, et il y a un truc qui est ressorti énormément, donc peut-être que tu es habitué à cette question. Je vais te lire un des commentaires, mais qui illustre en fait beaucoup de personnes. Avec mes 2 grands frères, nous avons perdu notre père à la suite d'une tumeur au cerveau à l'âge de 41 ans. Malgré une éducation et enfance similaire entre nous 3, nous n'avons pas eu la même résilience face à cet événement. J'avais pour ma part 5 ans et mes frères 12 et 15 ans. Ça me questionne sur comment fonctionne la résilience et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux. Pourquoi moi et pourquoi pas lui? C'est une très très bonne question, très stimulante parce que c'est exactement comme ça qu'il faut poser la question. 3 enfants, face à un même événement, 3 réactions différentes. D'abord parce qu'ils n'ont pas le même âge, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes parents. L'aîné n'a pas eu le même parent que le cadet. Ouais, parce qu'ils ne sont pas le même entre quand il avait 12 ans et 5 ans. Quand le cadet arrive au monde, ses parents sont plus âgés et dans la niche sensorielle qui entoure l'enfant, il y a déjà 2 aînés. Donc le développement n'est pas du tout le même. Donc ces enfants-là, avant le trauma, la tumeur du cerveau, ont acquis des facteurs de protection différents ou des facteurs de vulnérabilité. Donc le même événement, la mort du père par une tumeur cérébrale, provoque des réactions forcément différentes selon les enfants. Et c'est la règle, même quand il n'y a pas de trauma, chaque enfant est sculpté différemment par son milieu, donc chaque enfant réagit différemment au même événement. J'ai fait une interview avec Marc Simoncini, qui est le cofondateur de Mythique. Je lui demandais d'où est-ce que tu trouves cette énergie, cette motivation d'entreprendre. Et il me dit quelque chose du genre, tous les entrepreneurs que je connais, il y a eu un moment, un événement difficile et il a fait ce geste comme ça, il y a eu un truc qui a tapé fort et ça crée un moteur qui tourne dans le bide. J'essaie de le paraphraser. C'est de là que vient ma motivation et celle de beaucoup d'amis. Qu'est-ce qui fait qu'un Marc Simoncini, c'est cet événement difficile de son enfance, crée un moteur, là où pour d'autres, vont pas réussir à le transformer? Eh bien voilà, c'est la définition de la résilience que je proposais tout à l'heure. Certains parmi nous ont acquis très tôt, dans l'enfance préverbale, des facteurs de protection, parce que la mère était disponible, parce que le père sécurisait la mère, parce que la première écologie d'un enfant était bien en place. Le malheur arrive, ils utilisent les facteurs de protection qu'ils ont acquis au cours de leur enfance, et le geste, c'est de ça frappe dans la main, je souffre, le coup je l'ai reçu, mais j'affronte, et je rebondis, et je développe un autre développement. Alors que ceux qui, très tôt dans l'enfance préverbale, les 2-3 premières années de la vie, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, mère malheureuse, père violent ou absent, ou guerre, ou précarité sociale, les causes du malheur insidieux, on ne se rend pas forcément compte. Ces enfants ont acquis des facteurs de vulnérabilité. Quand le même coup arrive, ils ne peuvent pas rebondir parce qu'ils n'ont que des facteurs de vulnérabilité entre eux. Et ceux-là, ils sont cassés. Et là, il n'y a pas de résilience, ou la résilience est très difficile. Et cette résilience-là, pour eux, il faudra qu'il y ait des professionnels. Alors que le premier, le même événement, ils vont le surmonter parce qu'ils sont capables ils ont acquis les facteurs de protection. Donc il y a une très grande injustice psychologique face au trauma. Il y a des enfants ou des adultes qui rebondissent et qui affrontent. Le coup, on le reçoit, le coup, on l'a reçu, mais ils affrontent plus ou moins bien, alors que ceux qui ont été vulnérabilisés au cours des premières années de leur vie, ils n'ont pas l'équipement pour affronter. Donc eux, ils pourront déclencher un processus de résilience, mais plus tard, et il faudra travailler, alors que pour ceux qui ont acquis des facteurs de protection, ils vont presque jouir, éprouver du plaisir à affronter, à se bagarrer, à monter une entreprise. Une question par rapport à l'éducation. L'éducation, elle a beaucoup évolué dans les 60 dernières années, même plus, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements autour de l'éducation positive. Et ce que je peux observer autour de moi, dans mon audience ou dans mes clients, c'est parfois, j'ai tellement envie de bien faire, j'ai tellement envie justement d'apporter ces ressources dans les 1000 premiers jours, et puis après, que j'en viens à surprotéger, à vouloir éviter à mon enfant la difficulté, le challenge,
Ce serait quoi les bons ingrédients dans les 1000 premiers jours pour aider l'enfant? Et est-ce qu'il y a des limites auxquelles je dois faire attention pour pas justement basculer dans fragiliser l'enfant plutôt que de lui donner des ressources? Tout à fait. Il y a deux mauvaises solutions. La pire, c'est le désert affectif, l'abandon. Là, on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que abandonner un enfant, l'isoler, c'est altérer son cerveau. C'est pas une vue de l'esprit. On a fait des scanners aux orphelins roumains, aux enfants abandonnés de Roumanie, leur cerveau est abîmé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réparer, mais il faudra travailler pour le réparer. On voit quoi sur le scanner? On voit des atrophies localisées, on voit les atrophies des deux lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation, l'atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. C'est des enfants qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Ça veut dire qu'ils ont peu accès à cette partie du cerveau ou qu'elle est peu développée? Ça veut dire quoi du coup? Mais le cerveau n'a pas été stimulé parce qu'ils ont été isolés. Ok. Personne n'a joué avec eux, personne ne leur a parlé, ou alors ils n'ont connu que la violence. Mais la pire des agressions, c'est le désert affectif, qui abîme le cerveau. C'est résiliable et contrairement aux préjugés, la résilience neuronale, c'est la plus facile à déclencher. Mais il faut agir autour de l'enfant. Si on propose à l'enfant un substitut affectif, une mère, un éducateur, un professeur, un moniteur de sport, quelqu'un qui stimule l'affectivité de l'enfant, la résilience neuronale se déclenche très facilement. Mais dans ces enfants abandonnés, souvent on les laisse abandonner. Et là, la résilience devient difficile. Dans cette manière de poser la question, on se rend compte que ce qui sécurise l'alentour d'un enfant, c'est la femme qui l'a porté. Si elle a été sécurisée, il n'y a pas de problème. Les mères disent « cet enfant, j'ai rien fait, il s'est développé tout seul ». C'était un enfant facile. C'était un enfant facile parce qu'autour de lui, il avait tout ce qu'il fallait pour se développer. Alors que beaucoup d'enfants deviennent des enfants difficiles parce qu'ils n'ont pas autour d'eux ce qu'il faut pour se développer. Il n'y a pas la sécurité affective qui est la base de la résilience. Mais la sécurité affective s'imprègne dans un enfant si autour de lui, la mère, le père, le substitut, le père, on ne sait plus très bien ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est qu'un père? Il y a des cultures qui considèrent que l'amant, c'est pas le père. Nous, en Occident, on pense que le père, c'est celui qui a planté l'enfant dans madame. Il y a beaucoup de cultures qui considèrent que c'est l'amant, c'est pas le père. Le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant. En Afrique, il y a beaucoup de cultures qui pensent que c'est le frère de la mère. Celui que nous, on appellerait l'oncle maternel. Il est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, s'y attacher et en être responsable. C'est le père. Ça n'a rien à voir avec l'amant. Il y a plein de formes familiales différentes. Mais dans notre culture, c'est en train de se mettre en place parce que maintenant, on voit qu'un enfant a eu un père qui n'est pas là, il a un beau-père qui est là ou qui n'est pas là, il a un deuxième beau-père, et on voit que la notion de père en Occident est en train de se diluer. Donc ça veut dire que les enfants de notre culture n'ont pas les repères qu'ils avaient avant. Avant, il y avait un peu trop de pères. Il y avait le père napoléonien qui était le représentant de l'État dans la famille. Sauf que le père napoléonien, il travaillait 15 heures par jour à la mine ou à l'usine. Donc il n'était jamais dans sa famille. C'était les femmes qui géraient tout. Et le père était réduit au rôle de père fouettard. Alors qu'actuellement, les pères, les nouveaux pères, veulent prendre une place affective. Quand on a eu un problème dans son enfance, un problème probablement de difficulté affective, on pense, on croit, on désire offrir à notre enfant ce dont on a manqué. Et on en fait trop. Et en faisant trop, on entoure les enfants qui se sentent un peu dans une prison affective. Le bon rythme, c'est d'être là, parce que sinon l'enfant ne se développe pas, et de temps en temps, de prendre un peu de distance. Je suis moi, ton père, je suis à ta disposition, mais attention, j'ai une personnalité, j'ai aussi une aventure à faire, donc de temps en temps, je m'absenterai, mais j'aurai planté dans ton esprit la confiance en toi, et tu supporteras mon absence, mon départ. Et quand je reviendrai, il y aura un rebond d'attachement. Je serai content de te revoir. Donc il y a un souffle, un rythme à trouver entre « je suis là, mais de temps en temps, je me reprends, je suis pas là, mais je reviendrai ». Et ce rythme-là, les pères qui surinvestissent leur fonction de père, souvent n'ont pas ce rythme. Alors justement, ça soulève une question qui est que si je suis papa et que j'ai vécu une enfance où j'ai, moi, souffert d'un manque affectif, je pourrais avoir tendance à vouloir compenser et ça va se jouer aussi, ça va se jouer beaucoup inconsciemment.
Comment arriver, en tant que papa par exemple, à prendre conscience de cette addiction, à vouloir compenser, cet automatisme qui va au-delà du raisonnement, c'est pas juste ah oui, je vais protéger mon enfant, et prendre conscience que je suis peut-être en train d'aller trop dans l'opposé. Le père n'a pas pour fonction de se sacrifier. C'est aussi une personne, et les enfants sont rassurés par une image paternelle qui devient une personne. Mon père a une aventure, c'est mon père, il me sécurise, c'est un modèle pour moi, un modèle de développement, mais il a son aventure, loin de moi. Donc si on fait un autre projet pour soi, l'enfant, il a son père présent, je suis content de te voir, tu me rassures, et son père absent. Un père et même une mère doivent être absents de temps en temps pour que l'enfant apprenne à supporter l'absence. Ça muscle l'enfant d'apprendre à supporter l'absence. Mais il ne faut pas abandonner l'enfant, il faut lui dire « je reviendrai, je suis là ». Et donc il faut que l'enfant soit sécurisé, et à ce moment-là, moi ton père, je m'autorise à avoir mon aventure. Je t'en ferai part, je te raconterai ce qui m'est arrivé, et ça te servira de modèle de développement. Et on voit qu'il y a des pères, les pères enseignants, les pères sportifs par exemple, sont de très bonnes images pour les enfants. Actuellement, les enfants d'enseignants sont ceux qui se développent le mieux, parce qu'ils ont un père présent, puis pendant les vacances, ils partent ensemble, ils partagent, puis le père est absent parce qu'il a un travail à faire. L'enfant imagine le travail de son père, le rythme, la respiration est en place. Il est là, de temps en temps il n'est pas là, mais il reviendra. Alors qu'un père pas là, c'est la catastrophe, un père absent, c'est la catastrophe, et un père tout le temps là, c'est pas mieux. Une question, je ne sais pas si tu as des recherches sur ce sujet-là, ou une explication. J'ai pas de manière scientifique fait cette étude-là, mais en tout cas, je trouve que c'est un schéma qui se répète beaucoup chez beaucoup de mes clients entrepreneurs, et même aussi dans les interviews que je réalise d'entrepreneurs, c'est d'avoir quelque chose à prouver au père. Et je le retrouve au moins chez 80% des entrepreneurs hommes que j'interviewe ou que j'accompagne, et ça me concerne aussi. Alors que ce soit conscient ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose autour de je veux montrer à mon père qu'il avait tort, ou je veux lui prouver que je suis à la hauteur, ou je veux le battre dans le sens aller au-dessus de lui. Comment tu expliques ça, et est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est une bonne image identificatoire. J'ai quelque chose à prouver. Mon père pense que je suis mauvais à l'école, je veux lui prouver qu'il a tort. Mon père pense que je ne suis pas courageux, je veux lui prouver qu'il a tort. Et ça reste toute la vie. Mais c'est un bon stimulus. Par exemple, j'ai remis il n'y a pas longtemps une Légion d'honneur à un homme à Marseille. Il ne l'a pas demandé, et il a été surpris de le voir un jour dans le journal qu'on lui avait attribué la Légion d'honneur. Et cet homme de 60 ans, qui est une figure, un journaliste, un bon représentant, et il me dit « J'ai été étonné, j'ai aussitôt pensé mon père serait fier de moi ». Il a 60 ans, et toute sa vie, c'est pas très conscient, mais à l'occasion de cet événement, c'est devenu conscient, et ça l'a surpris. Ça alors, j'ai la Légion d'honneur, mon père serait fier de moi, j'en reviens pas d'avoir eu cette réaction. Et je crois que ça reste au fond de nous toute notre vie. Ça veut dire que on a une épreuve à surmonter, il faut qu'il y ait des épreuves à surmonter, mais l'épreuve, c'est pas le trauma. Dans l'épreuve, on reste soi-même, on fait des efforts, et on donne sens à nos efforts. Je veux prouver à mon père, même s'il est mort, je veux lui prouver. Le père de ce journaliste était mort. Mais il voulait, dans son imaginaire, voilà, il voulait quand même continuer, c'était inscrit dans sa mémoire, je veux lui prouver que, tu te rends compte, j'ai la Légion d'honneur. C'est-à-dire que c'était une trace qui était restée dans sa mémoire. Et ça veut dire que face aux inévitables épreuves de la vie, il y a des gens qui réagissent en affrontant, et ça, c'est un facteur précieux de résilience. D'autres, au contraire, qui, ayant été vulnérabilisés quand ils étaient bébés, avant l'apparition de la parole, dans les premières années, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, et quand les inévitables épreuves de la vie arrivent, ils ne peuvent pas affronter. C'est faisable, mais pas la même méthode. Il faudra là les entourer, les soutenir, il faudra travailler verbalement pour faire venir en conscience ceux qui ne peuvent pas affronter parce qu'ils ont été vulnérabilisés par leurs premiers 1000 jours. J'ai eu un très bel échange il y a 6 ans avec Guy Corneau. Et il a dit cette phrase, il dit « On ne s'intéresse pas à la psychologie ou on ne devient pas psychiatre par hasard. Il y a un élément de notre histoire qui nous amène à nous intéresser à ça. » Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la psychiatrie ? Alors j'ai beaucoup d'estime pour ce Québécois, Guy Corneau, qui a été un des premiers à montrer l'importance du père d'ailleurs. Il a raison, je pense comme lui que la motivation à la psychologie, c'est
une blessure, ou en tout cas une sensibilité. Et je crois que c'est une bonne motivation. Il faut que je comprenne ce qui m'arrive de façon à pouvoir l'affronter et le surmonter. Donc c'est une bonne motivation. Et effectivement, la plupart des psychiatres trouvent dans leur histoire la raison de ce curieux métier. Pour ma part, c'est mon enfance qui m'a motivé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai perdu toute ma famille, j'ai été arrêté, emprisonné, j'avais l'âge de 6 ans et demi, et j'avais clairement compris qu'on voulait me tuer. Donne-nous le contexte, qu'on y soit déjà avant, qu'est-ce qui se passe et qu'on puisse l'imaginer. Alors, je suis né en 1937. C'était pas une bonne année pour les Juifs. Parce que en 1939, mon père s'est engagé dans la Légion étrangère. Il a été blessé à Soissons et il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police française. La police du pays pour lequel il combattait est venue l'arrêter sur son lit d'hôpital et le déporter à Auschwitz où il est mort. Ma mère s'est retrouvée seule. Elle a été arrêtée en 1942 ou 1943 et donc j'ai été placé à l'assistance publique. Et j'ai été arrêté chez une dame qui me cachait. J'ai été arrêté en 1944. Et j'ai compris que c'était pour me tuer. C'était pas compliqué à comprendre, c'était dit. Tout le monde en parlait. Tout le monde disait dis que tu es en bonne santé, sinon on va te tuer. Non, au contraire, dis que tu es malade. Donc j'entendais les adultes parler autour de moi. J'avais compris que c'était pour nous tuer. Donc je me suis dit, il faut absolument que je sorte de ce gouffre. Par miracle, c'était rocambolesque, j'ai réussi à m'évader. Alors juste pour resituer, c'est à quel âge que tu t'appelles Jean Laborde et comment ça arrive ? On me l'a imposé. D'accord. On m'a dit, à partir de maintenant, tu ne sors plus, parce que sinon on pourrait te dénoncer. Donc je me suis dit, j'ai donc commis un crime, puisqu'on veut me tuer, on veut m'arrêter, je vais être dénoncé. Et on m'a dit, et surtout, tu t'appelles Jean Laborde, et si tu dis ton nom, tu mourras. Et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Donc j'ai aussitôt pensé que si mes parents étaient morts, c'était à cause de moi. Parce que à ce moment-là, on t'explique que tes parents sont morts. Non, personne ne me l'a expliqué. Mes parents sont pas morts, ils sont disparus. Et j'ai mis très longtemps à avoir un certificat de disparition. Plusieurs années, donc, je ne touchais pas de bourse. J'étais d'une pauvreté incroyable. C'était pas le tiers-monde, c'était le quart-monde. Mais Jean Laborde, c'était le nom qui m'a caché, mais c'était pas mon nom. Et quand la libération est arrivée, j'ai été fier de reprendre mon nom pour m'inscrire dans la lignée de mes parents, parce que sinon j'aurais eu l'impression de les trahir. Donc il a fallu que je reprenne mon nom, qui pendant la guerre était un nom qui condamnait à mort, et j'ai voulu le reprendre pour affronter, et pour dire voilà, c'est mon nom, je m'inscris dans cette lignée, et je ferai ma vie avec ce nom. Comment on vit à cet âge-là après avoir vécu ça ? On vit bien selon la structure du milieu. Je n'ai jamais eu de haine pour les Allemands parce que pendant la guerre, les Allemands étaient des hommes. J'étais à Castillon-la-Bataille au moment de la libération, c'est près de Bordeaux. Et avant que le régiment allemand soit attaqué par les FTP et les FFI associés, les résistants associés pour une fois, le capitaine allemand a volontairement capitulé pour économiser des vies d'Allemands, parce qu'il disait de toute façon la guerre est perdue et tous ces morts seront morts pour rien. Donc je préfère capituler. Et je me rappelle une phrase qu'il prononçait, parce qu'il parlait un peu le français, et il disait « Ah, la guerre, plein le cul la guerre ». Donc ils n'étaient pas rasés, ils étaient débraillés alors qu'avant c'était les soldats impressionnants. Dès qu'ils ont capitulé, ils sont devenus prisonniers de guerre, ils sont redevenus de gentils humains dans les jours qui ont suivi. Et j'avais 7 ans, c'était la libération, et je me suis dit donc le rôle social est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Ces hommes qui se prenaient pour des surhommes et qui tuaient, qui étaient dangereux, dès qu'ils ont été vaincus, sont redevenus des hommes. Et ça a été pour moi une information majeure. Je me suis dit, mais donc, méfions-nous des apparences. Derrière les apparences, il y a des vrais êtres humains, il faut les découvrir. Donc c'est la psychologie, la psychiatrie qui peut permettre de comprendre ça. Et dans mon esprit d'enfant, je pensais, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé de devenir psychiatre, alors que c'était pas une valeur de la culture d'après-guerre. Hein. Donc le métier existait ? Non, on les appelait les médecins des hôpitaux, ils n'étaient pas psychiatres souvent, c'était des asiles, c'était pas des hôpitaux. On pensait que la folie n'était pas soignable, donc on abandonnait les gens, et puis s'ils étaient abandonnés, effectivement ils n'étaient pas soignés. Donc la psychiatrie a eu du mal à naître, je pense qu'encore aujourd'hui elle n'est pas encore vraiment née, mais parce que c'est une discipline passionnante et
pas facile, elle englobe tellement de problèmes. Donc dans mon enfance, j'ai été convaincu, j'ai eu le désir de comprendre pour maîtriser l'agresseur. L'agresseur, c'était le nazisme. Et je me suis dit, si on arrive à comprendre pourquoi ces hommes gentils sont devenus des criminels, on pourra empêcher les guerres. C'était un raisonnement d'enfant. La question auquel tu essayes de répondre à ce moment-là, c'est pourquoi quelqu'un qui peut sembler en tout cas sain dans sa vie, d'un coup se transforme et se met à tuer des gens. C'est exactement ça. Pourquoi un homme normal peut-il éprouver le désir d'obéir et d'être fier de tuer des innocents? C'est ce qui s'est passé. La culture allemande était une belle culture germanique. Et c'est chez eux qu'est arrivée une des plus grandes tragédies, parce qu'il y a eu 30 millions de morts pour une idée incroyablement stupide. Le racisme. J'ai réussi à transformer ce malheur réel en sens de ma vie. Il faut que je comprenne, il faut que je fasse des études. Et c'était pas facile de faire des études après-guerre parce que d'abord je touchais pas de bourse. Mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus, donc j'avais pas de certificat de décès. Il a fallu que je travaille en faisant en même temps et ça n'a pas été facile. Mais c'était possible. Et je crois que comme l'entrepreneur qui se tape dans la main pour signifier qu'il faut affronter, eh bien je pense que ça m'a donné un courage parfois excessif, un courage un peu morbide. Si j'avais été équilibré, j'aurais été moins courageux. Par exemple? Je travaillais tout le temps, la nuit, le jour, le dimanche, je faisais mes études. Le matin, j'étais laveur de carreaux. De 5h à 8h, je lavais les carreaux. Puis ensuite, j'allais à la fac. Le soir, je donnais des cours de secourisme. Le dimanche, je vendais des pantalons sur le marché aux puces d'Argenteuil. Donc, je travaillais énormément. Mais c'était pas une souffrance. Même quand c'était difficile, je souffrais pas parce que le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. Si ça n'avait pas eu de sens, j'aurais souffert. Comme ça avait un sens, je me levais tôt, je dormais peu, je travaillais beaucoup, je souffrais pas. Est-ce que cette manière de travailler, c'est lié au trauma ou est-ce que c'est lié au fait d'avoir un sens qui est si profond que je vois pas l'heure passer, j'ai juste envie d'aller résoudre cette question, je veux comprendre? Alors, on a renoncé aux explications par une seule cause. Maintenant, c'est une convergence de causes. Il n'y a pas qu'une cause. Je pense que si j'ai eu ce courage morbide, c'est probablement parce que ma mère m'avait imprégné dans ma mémoire une base de sécurité. Donc elle m'a donné confiance en moi, même dans des situations affolantes, on va me tuer, il faut que je m'évade et j'étais convaincu d'y arriver. Et j'y suis arrivé. Mais c'est probablement à ma mère que je le dois. Je ne sais pas comment elle a fait, alors que son mari était engagé dans l'armée française, donc elle était seule, sans famille, et je ne sais pas comment elle a fait pour me donner cette confiance. Quand le malheur est arrivé, ça m'a permis, j'ai été aidé, j'avais 6 ans et demi, j'ai rencontré des adultes, beaucoup les justes, qui m'ont protégé. Une infirmière, quand je me suis évadé, qui m'a fait signe de plonger sous le corps d'une dame mourante, que j'ai retrouvée. Au cours de mon premier livre, je suis passé à la télévision, et une dame a téléphoné en disant « Est-ce que ça serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ?» Et j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion à ce moment-là. Sinon, peut-être j'aurais continué à me taire jusqu'à la fin de ma vie. Et puis ensuite, la culture nous a fait taire. La culture nous a fait taire, c'est-à-dire? La France, le déni. Les Français, dans les années d'après-guerre, n'avaient pas beaucoup de raisons d'être fiers. L'armée française était partie en courant. Et puis surtout, le gouvernement français avait collaboré avec le nazisme. Donc la France n'avait pas beaucoup de raisons d'être fière. Donc après la libération, De Gaulle, qui psychologiquement n'était pas un manchot, a mis la lumière sur les résistants. Il y en a eu 220 000 sur un peuple de 40 millions d'habitants. Les autres auraient bien simplement voulu qu'on leur foute la paix. Donc la culture a mis l'accent, il y a eu des films, des romans, des témoignages qu'il fallait faire. Et mon souvenir, c'était une gaieté extraordinaire. Les gens s'embrassaient, dansaient dans la rue. Il y avait des cafés, sortaient la table, mettaient les tables dans les carrefours. Donc il n'y avait pas beaucoup de voitures. Les gens dansaient dans les carrefours. Il y avait une gaieté extraordinaire. Tu parles à la Libération, tu parles quand? La Libération. Ouais. Les gens étaient très pauvres, la France était ruinée, et pourtant il y avait une gaieté incroyable. La CGT faisait des heures supplémentaires gratuites. Alors ça c'est pour preuve. La CGT travaillait les heures supplémentaires et samedi, dimanche gratuitement pour réinstaller l'électricité. J'ai vu une image qui est magnifique, où je pense que c'est le 14 juillet, je suis pas sûr exactement de la date.
Et on voit les Parisiens qui ressortent des bouteilles de vin et qui du coup s'élèvent dans la rue. Il y a beaucoup de rencontres, ça met les larmes aux yeux de voir ce moment communion entre les Français. Alors à la Libération, les gens faisaient la fête, les gens s'embrassaient dans la rue tellement ils étaient contents. Il y avait des gens qui chantaient avec des accordéons et tout le monde chantait autour d'eux. Donc c'était une fête, mais il y avait en même temps une immense pauvreté parce que je me souviens, à Porte Clignancourt à Paris, à la Chapelle, il y avait des bidonvilles et les ouvriers sortaient de sous les planches en chemise blanche et en cravate pour aller à l'usine. Donc c'était une autre culture. Dans une interview, tu expliques le fait que c'est pas tant le fait lui-même qui détermine notre résilience, c'est qui détermine comment on va le vivre. Juste avant, tu parlais du fait que tu as trouvé du sens dans ce qui t'est arrivé et que ça, du coup, tu n'en souffrais pas après. Déjà, est-ce que tu peux parler de l'importance des perceptions sur un fait, que ce soit un viol, la perte d'un proche ou que ce soit un événement de guerre, l'importance des perceptions et comment on peut transformer, réécrire, altérer ces perceptions et se réécrire une nouvelle histoire en fait? Alors chaque enfant, chaque personne perçoit son monde, qui n'est pas celui du voisin. On n'est pas né au même moment, on ne s'est pas développé de la même manière, on n'a pas eu les mêmes événements dans notre histoire. Notre cerveau est sculpté différemment et notre histoire n'est pas la même puisqu'on a chacun une famille, un lieu différent. Donc quand un événement arrive, on ne l'éprouve pas de la même manière. Il y a des gens qui sont gravement blessés et d'autres qui sourient face au même événement. C'est difficile de trouver des règles générales pour la résilience. On est constamment façonné par notre milieu, mais on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté. On peut modifier ce qui nous arrive, c'est le principe de la résilience. On n'est pas totalement soumis, même si on est blessé. Au moment de la blessure, là, on était enfant, ou on était adulte, ou on était une femme agressée sexuellement, ou on était un homme dans la guerre, etc. Les raisons de souffrir ne manquent pas, parce que l'OMS pense que dans un pays en paix, 50% des gens connaissent un traumatisme. Donc c'est une souffrance très fréquente. Mais on peut s'en remettre à condition d'agir sur le milieu qui nous façonne. C'est une attitude totalement opposée à celle que j'apprenais quand j'étais étudiant, où on posait les questions, une cause provoque un effet, si celui-là affronte et s'en sort, c'est qu'il est de meilleure qualité que celui-là qui, ayant le même trauma, ne s'en sort pas et reste blessé toute sa vie. Ce raisonnement que je viens de tenir, c'est un raisonnement raciste. Il y aurait parmi nous des gens de meilleure qualité que d'autres. Et nous, on ne tient pas du tout la résilience, on ne tient pas du tout ce raisonnement. On tient le raisonnement que celle qui souffre, le coup il le reçoit, mais qui affronte et rebondit, c'est celle qui a acquis une base de sécurité dans les 1000 premiers jours de sa vie. Et à ce moment-là, ensuite c'est à lui, c'est à elle d'affronter, ce que font beaucoup de gens d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin de professionnels pour les aider. En revanche, ceux qui ont acquis des bases de vulnérabilité, ceux-là auront besoin de professionnels. Chacun d'entre nous, on réagit différemment, mais on a un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on peut très bien écrire un livre, s'engager dans une association, on peut très bien se servir de la blessure pour en faire le sens de notre vie, comme je l'ai fait, ou comme l'a fait Viktor Frankl, qui est un psychiatre viennois que je lis beaucoup, et c'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs. On a fait des études populationnelles sur les enfants abandonnés après la guerre de 40. Il y en avait 250 000 en France, c'est-à-dire presque autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 300 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance, alors que dans les années d'après-guerre, il y avait 250 000 orphelins, plus des millions d'enfants d'une immense pauvreté, dont ils ne souffraient pas, et pourtant qui avaient des parents très pauvres. Et la différence, c'est que beaucoup de ces enfants ont décidé de ne pas faire d'études, parce que c'était une forme d'équilibre. Je suis seul, il faut que j'apprenne vite un métier pour devenir autonome. Ils ont donc fait des CAP, et ils ont appris un métier. Et on constate qu'aujourd'hui, dans cette population, il y a moins de chômeurs que dans la population générale, parce que c'est des métiers où on offre des emplois. Et on constate que dans ces gens, pas de cette population, il y a des réussites entrepreneuriales stupéfiantes, parce qu'ils avaient la rage de prouver, ils avaient la rage de comprendre, ce qui a été mon cas, la rage de prouver, ce qui était le cas de beaucoup d'entrepreneurs, ou de beaucoup d'enfants aussi. Je vais prouver à mon père que je ne suis pas aussi minable que ce qu'il a cru. Alors qu'un père brillant peut être écrasant.
J'ai fait des interviews de pas mal d'enfants, de personnes assez illustres et qui du coup ont du mal à trouver leur place, à s'exprimer quand tout le monde leur parle de leur père ou de leur mère. Absolument. Et ça m'est arrivé aussi de rencontrer des gens dont les pères, parfois les mères, mais souvent les pères étaient célèbres et la célébrité du père était écrasante pour les enfants. Mais il y a une femme que j'aime beaucoup, Barbara la chanteuse, et qui dit chacun de mes succès a été un divorce en amitié. Parce que chaque fois qu'on a un succès, on perd ses amis. Et là, il y a un phénomène culturel qui empêche la résilience. Quand j'étais enfant, quand j'ai dit que je voulais faire des études parce qu'il fallait que je comprenne, j'ai perdu tous mes copains. C'était dans la banlieue d'Argenteuil, à Sannois. Tous mes copains allaient à l'usine dès que l'âge légal était possible. Et je me rappelle la première fois que j'ai dit que je voulais passer mon bac pour faire des études de médecine, j'ai perdu tous mes copains parce que mes copains me disaient il n'y a que les filles et les PD qui font des études. Et ça, tu l'as vécu comment ? Ah ben moi j'ai perdu mes copains, j'aurais bien voulu rester copain avec eux, mais je dis tant pis, je perdrai mes copains. Ça m'est arrivé très souvent au cours de ma vie. Chaque fois que j'avais un succès, je perdais des amis ou je provoquais des hostilités. Et on voit que beaucoup d'enfants d'immigrants ont ce problème. Certains parents d'immigrants sont d'un courage, les pères d'immigrants travaillent follement pour que leurs fils, leurs filles puissent faire des études. Ces hommes sont d'un courage admirable, mais beaucoup de parents migrants sont humiliés par la réussite de leur fils ou de leur fille. Donc il est nécessaire de montrer que s'épanouir, c'est pas écraser. On peut très bien chercher à comprendre, chercher à réussir socialement, sans écraser, sans dominer ceux qui ne réussissent pas socialement. Mais là, il y a certainement un travail culturel à faire, et là c'est la fonction des écrivains, c'est la fonction des cinéastes, de mettre en scène des histoires qui vont servir de modèle de réflexion. Celle qui dit je n'ose pas dire à mes parents, j'ai entendu ça quand j'étais praticien, je n'ose pas dire à mes parents que j'ai été reçu dans une grande école de commerce, ça les humilierait. Là, il faut expliquer aux parents que la réussite du fils dans une grande école de commerce n'est pas une humiliation pour les parents. Au contraire, ça devrait être une fierté. Là, il y a une défaillance culturelle. Le gosse, il a fait ce qu'il fallait, il a travaillé, il n'a rien volé. C'est aux parents qu'il faut expliquer, attention, sa réussite, c'est à vous qu'il la doit. Peut-être que c'est vous, madame, qui avez donné à votre fils sa confiance en lui, qui lui a permis de tenter l'aventure. C'est peut-être vous, monsieur, qui, je l'ai entendu ça quand j'étais au Pérou. Ils dorment par terre parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Après, le travail, c'est trop loin. Donc, ils dorment par terre, ils mangent comme ils peuvent, ils se lavent comme ils peuvent. Et cet homme avait réussi à faire un contrat avec le lycée français de Lima. Il réparait les robinets, il bricolait pour entretenir la maison, pour payer les études de sa fille, et qui me servait d'interprète. Et j'avais une gamine, une indienne, qui parlait un français impeccable, parce que son père avait dormi par terre et travaillait 15 heures par jour pour qu'elle puisse faire des études. Chapeau, monsieur. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux familles. La réussite du fils ou de la fille n'est pas une humiliation pour vous. Certains sont fiers de la réussite, d'autres sont trahis, d'autres sont honteux de la réussite de leur enfant. Je vais essayer de synthétiser plusieurs choses qui se sont exprimées là dans notre conversation. Tu me corriges si je ne suis pas dans ce que tu voulais dire. Donc quelqu'un qui nous écoute, qui a vécu un événement difficile, plus ou moins grand, et d'ailleurs c'est très personnel, qu'est-ce qu'est un événement difficile ? Je peux trouver un but qui m'inspire, comme tu as pu le faire toi, en t'intéressant à l'humain et à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des êtres humains puissent se transformer en fonction de la culture. Donc, trouver un but qui m'inspire, qui donne du sens au projet que j'ai vécu. 2, je peux l'exprimer par l'écrit ou par l'oral. 3, me créer un environnement d'autres gens pour qui c'est ok d'en parler et voire même qui vont avoir de l'empathie, comprendre mon sujet et avec lequel je peux me libérer avec eux. Et alors 4, on en a peu parlé, mais je t'ai entendu le dire dans une autre interview, j'ai trouvé vraiment intéressant, que ce qui compte, c'est pas seulement le fait, mais la nouvelle histoire que je vais raconter autour du fait, et que cette histoire, elle me donne du sens. Et tu parlais aussi dans une interview que finalement, la manière dont tu avais stocké ta libération n'était pas exactement comment ça s'était passé, et que ce qui comptait, c'était surtout finalement le film intérieur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Hannah Arendt disait « Quand on réfléchit par soi-même, on acquiert une liberté intérieure ». Ça nous concerne pour notre culture d'aujourd'hui.
on voit réapparaître des discours totalitaires. J'ai la vérité, j'ai le slogan. Et le slogan arrête la pensée. Or, Hannah Arendt disait, il faut que je doute, un tel me dit ça, un tel me dit autre chose, je vais lire, je vais rencontrer, je vais vérifier, je vais juger. Donc j'ai gardé ma liberté intérieure. Alors que dans le slogan, je me soumets ou je m'en vais. Je me soumets ou je me rebelle. C'est pour ça que le langage totalitaire est dictatorial, parce que, ou bien il soumet la majorité de la population avec le conformisme, qui est encore une arme plus efficace que l'armée et la police. Tout le monde répète en même temps la même chose sans juger. Alors ça, c'est l'aliénation. Et ça prend le pouvoir, parce que comme tout le monde dit en même temps la même chose, on vote. Et ça, il y a aujourd'hui sur la planète, il y a beaucoup de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Parce que les gens répètent en même temps les mêmes slogans, ça arrête la pensée. Alors que si je juge, j'hésite, je doute et je juge. À ce moment-là, j'ai gardé ma liberté intérieure. Et je pense que dans notre éducation, au lieu de préparer les examens en bachotant, comme on dit, c'est-à-dire réciter des formules toutes faites qu'on ne comprend pas vraiment, il faut apprendre aux enfants à juger, se tromper, douter, revenir. Je croyais que c'était comme ça, mais j'ai rencontré un tel qui m'a fait comprendre que c'était pas comme ça. Ce doute est une forme de liberté, mais il y a bien un moment où il faut décider quand même. C'est le jugement. Et quitte à revenir. Or, c'est ce qui se passe dans des fonctions démocratiques, qui sont coûteuses, parce qui sont lentes, mais où chacun garde sa liberté. Donc je pense que là, il y a un énorme problème éducatif. Au lieu de faire bachoter les enfants, on ferait mieux de les emmener au cinéma ou au théâtre et de leur apprendre à juger et à parler de ce que les comédiens ont mis en scène. Et les comédiens ont mis en scène les problèmes de la cité. Et c'est à nous, enfants, d'apprendre à dire ce qu'on pense, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Il y a beaucoup de personnes dont je fais partie qui admirent ton parcours, des personnes qui aspirent à l'excellence, qui aspirent à avoir un impact dans leur art ou dans leur métier. Regardons un petit peu tes habitudes, ta manière de t'organiser, d'aller vers ce projet de vie, cette réussite. Est-ce qu'on pourrait retirer des enseignements de comment on se démarque dans un domaine, par exemple la littérature ou la psychologie, ou peu importe finalement? Est-ce qu'on aurait des choses à apprendre qui, selon toi, peuvent s'appliquer dans plein de domaines? Alors la résilience est source d'apprentissage, parce qu'on n'arrête pas de découvrir. La réussite sociale n'est pas un critère de résilience, c'est l'épanouissement qui est un critère de résilience. J'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui avaient passé leur vie comme ouvriers. Ils étaient très heureux, ils avaient fait une famille sympathique, ils avaient des copains, ils avaient fait leur boulot de père. Ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Avant le trauma, comment est-ce que vous avez été sculpté? Par votre mère, puisqu'on est tous nés d'une femme, dans votre enfance préverbale, par votre père. La qualité ou les souffrances de votre père vous ont sculpté, ça vous a transmis quelque chose. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au moment du trauma? Parce que la sculpture antérieure, avec l'acquisition des facteurs de protection ou de vulnérabilité, fait que vous allez éprouver l'événement traumatisant d'une manière très différente. Il y a des gens fracassés et d'autres souriants, dans la même situation. Pourquoi est-ce qu'on se remet plus facilement d'un traumatisme naturel que d'un traumatisme culturel? J'ai eu l'occasion, dans le midi de la France, il y a beaucoup d'inondations. Après les inondations qui ont ruiné des gens, qui ont tué des gens, il y a eu une solidarité dans ces villages provençaux où les gens ont été fiers d'eux. Ils ont été entourés, viens loger chez moi, tiens je te donne à manger, installe-toi là, tu partiras quand tu auras un nouveau logement. Il y a eu une générosité, une gaieté, une estime de soi qui a été provoquée par la réaction face à l'inondation. Et ces gens, après l'inondation, sont restés solidaires. Le village était fier de lui. Après un viol, c'est pas possible. On est seul, et notamment, j'ai entendu il n'y a pas longtemps encore, quand une femme était violée, on lui disait « tu as dû le provoquer ». C'est-à-dire que c'est la victime qui devenait coupable. Et j'ai entendu des femmes qui avaient été violées, qui avaient tellement intériorisé ce stéréotype culturel, que j'ai entendu des femmes violées me dire, sans le faire exprès, j'ai dû le provoquer. Les hommes ont été encouragés à la violence. Les garçons, il y a beaucoup de cultures qui ne faisaient que des cultures de guerre. Et les femmes faisaient les choses secondaires, la société, les enfants, l'art, etc. Or, ces rapports de domination, les féministes ne les supportent plus. Et elles ont bien raison.
la domination écrasait les femmes et les enfants, mais les hommes entre eux s'entretuaient. Aujourd'hui, c'est une autre éthos, une autre éthique, une autre hiérarchie des valeurs. Et la hiérarchie des valeurs aujourd'hui, c'est apprendre à vivre ensemble en découvrant le monde de l'autre. Le viol, c'était considéré comme quelque chose de pas grave pendant très longtemps. Parce que le viol est une arme de guerre encore aujourd'hui. Le viol détruit. Donc actuellement, où on considère que l'autre est une personne, que ce soit un enfant de pauvre, un enfant abandonné, une femme, il faut éduquer. Tu ne peux pas tout te permettre. Parce qu'à face de toi, il y a un code relationnel qui est proposé par la culture. Il faut apprendre à un petit garçon, les rapports de force, c'est fini. Les rapports de violence, c'est fini. Tu as le droit d'exprimer ton désir, mais pas n'importe comment. Et toi, la fille, tu as le droit d'accepter ou de refuser, mais pas n'importe comment. Comment décourager un gars ou comment l'encourager, comment demander sans vulgarité ni violence, ça s'apprend, c'est la culture qui doit l'apprendre très tôt. Les chansonnettes, les contes, les explications, les films, les commentaires de films, il faut aller au cinéma et en parler ensuite. Et là, il y a tout un mode éducatif qui permettra peut-être d'apprendre à établir des relations sexuelles plus humaines. On appartient à une culture, on s'imprègne même des préjugés, on s'imprègne des stéréotypes d'une culture. Avant, facteur de protection, facteur de vulnérabilité. Pendant, solidarité que j'ai connue, j'ai été entouré par les justes. J'ai été sauvé par des justes. Après, si je redémarre bien, qui me soutient et comment je vais donner sens à ce qui m'est arrivé. J'ai été soutenu par une famille d'accueil qui était pauvre et en difficulté, mais j'ai été soutenu. Je n'ai pas été soutenu par l'État, puisque je ne touchais pas de bourse et j'ai dû travailler. J'ai touché une bourse 1 an avant de me présenter au concours de l'internat. Ça m'a aidé. Mais tout le reste, je l'avais fait en travaillant. J'étais laveur de carreaux. Et les laveurs de carreaux frottaient les parquets à ce moment-là. Et frotter les parquets à 5 heures du matin, c'est une épreuve physique très difficile. J'avais des cuisses magnifiques. Parce que muscler les footballeurs à côté de moi, c'était rien. Donc j'ai pas été soutenu. Mais j'ai donné sens. J'avais la rage de comprendre. Donc je m'engageais dans des associations, dans des rencontres, dans des discussions. Je m'engageais comme je le fais encore aujourd'hui. Ça provoquait beaucoup d'estime. Beaucoup de gens me surestimaient. Et ça a provoqué aussi parfois de l'hostilité. Ouais, les deux. Les deux. Barbara, chacun de mes succès a été un divorce en amitié. Quand on a un succès, on sert de modèle. Je pense par exemple à un gars qui s'appelle Groison qui a eu les 4 membres coupés au cours d'un accident d'électricité. Ce gars est stupéfiant. Il est entouré, il est gentil, il est gai, il donne de sa personnalité, il court le monde, il sert de modèle à beaucoup d'Africains, notamment des petits Rwandais qui ont connu la même tragédie impensable. Sans ce gars, ces gosses-là diraient « je suis perdu ». Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé la première fois à un journaliste, le journaliste m'a agressé en disant « alors vous dites que c'est rien d'avoir les 4 membres coupés ». Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit oh, c'est une immense tragédie. Et pourtant, Groison sert de modèle à des tas des femmes, parce que ça arrive, dans les pays en guerre, ça arrive. Au Rwanda, au cours du génocide rwandais, c'est arrivé. Sans cette image de Groison, ces enfants étaient désespérés. Ayant l'image de Groison, ils ont des efforts à faire. Mais ils les font. Ils savent au moins que leur effort a un sens. Ça vaut la peine, c'est bien dit ça. Ça vaut la peine, c'est une peine. Mais ça la vaut. Et beaucoup de ces enfants, ils ne vont pas récupérer leurs 4 membres, mais ils vont mieux vivre. Voilà comment l'engagement, la rage de comprendre, la rage de donner sens permet effectivement de déclencher un processus de résilience qui sert de modèle à beaucoup de gens blessés. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ton travail, qui ne connaissent pas cette partie de ton histoire. Moi, je l'ai découvert en fait plus en préparant notre interview, alors que j'avais regardé des choses sur toi, sur la prière, la reliance à Dieu. J'avais adoré un échange que j'avais vu à la télé, il me semble, où justement tu parlais du fait qu'on ne peut pas réellement prouver l'existence de Dieu, mais par contre on peut prouver le fait que prier a des vertus. Et je sais que mon audience aime vraiment beaucoup les moments d'histoire et comment on a traversé ça. Si on prenait plus le temps de la raconter, si tu veux bien, à quel moment en fait tu réalises que ton histoire va changer ? J'ai été arrêté la nuit par la Gestapo française. Dans ma mémoire, ils étaient 3 ou 4. Et ce qui me paraissait ridicule, c'est qu'ils avaient un chapeau, un revolver à la main, une torche
et des lunettes noires la nuit. Et ça paraissait complètement absurde. J'avais même pas peur tellement c'était ridicule. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils arrêtent un enfant ? J'avais 6 ans et demi. Et pourquoi est-ce qu'ils arrêtent avec des revolvers à la main ? J'ai 6 ans et demi, je suis pas très dangereux. J'ai compris longtemps après qu'ils mettaient des lunettes noires pour ne pas être reconnus par les voisins parce que c'était les Français qui venaient arrêter un enfant. J'étais pas le seul, hein. C'est en France où les Juifs ont été le moins persécutés grâce au renversement de la culture française qui a protégé la plupart des Juifs. Il n'y en a eu que 1 sur 3 qui a été tué. Et il n'y a eu que 11 500 enfants qui ont été tués, alors que dans d'autres pays, c'était 90-95%. En Hongrie, en Roumanie, alors que l'armée allemande était déjà en déroute, ils continuaient à tuer les Juifs. Et je me suis caché sous le plafond, et quand je suis sorti, quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber, et je suis sorti, j'aurais pas été loin. Et une infirmière m'a vu, Madame Descoubès, que j'ai rencontrée, que j'ai revue. Elle m'a fait signe, j'ai plongé sous le corps d'une dame qui avait reçu des coups de crosse et qui était en train de mourir, elle était éventrée, et j'ai plongé sous elle. J'ai longtemps cru que c'était une ambulance, et la camionnette réquisitionnée par les Allemands est partie, et sur les 1700 Juifs arrêtés, il y a eu 2 survivants, cette dame qui a été opérée et moi qui étais caché sous elle. J'ai retrouvé les enfants, j'ai eu des relations amicales avec son fils, et j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion, parce que quand je racontais mon évasion, les gens éclataient de rire, tellement c'était invraisemblable. Et au cours de mon premier livre, je suis passé à la télévision, et une dame a téléphoné en disant « Est-ce que ça serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ?» Et j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion à ce moment-là. Sinon, peut-être j'aurais continué à me taire jusqu'à la fin de ma vie. Et ce malheur de mon enfance a donné sens à toute ma vie. Dès l'instant où on est seul, en carence sensorielle, le cerveau s'éteint, on n'a plus de motivation. J'ai été motivé pour la psychiatrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai perdu presque toute ma famille. J'ai été arrêté et emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Tout le reste de ma vie, il a fallu que je cherche absolument à comprendre ce phénomène de façon à pouvoir reprendre un peu de liberté intérieure. J'ai écrit une 60aine de livres grand public et professionnels, tous consacrés à la réparation de la blessure. Je me suis donc intéressé à la résilience, qui est une définition extrêmement simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Après un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se soumettre, et dans ce cas-là, c'est le syndrome psychotraumatique, où on peut se bagarrer pour se remettre à vivre, mais pas comme avant, puisqu'on a été traumatisé. J'ai spécialement écrit pour cette masterclass des méthodes, des applications pratiques. Comment dépasser un traumatisme, comment cesser de ruminer son passé en ne pensant qu'à la souffrance traumatique. La pire des violences, c'est la solitude. Et la neuroimagerie, maintenant, mesure comment un enfant régulièrement insulté provoque des anomalies du corps calleux, c'est-à-dire des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent l'harmonisation des informations. Si vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même et avec votre passé, vous serez en mesure de réorganiser votre vie et de reprendre une nouvelle existence.